Bienvenue à mon podcast où l'on discute de divers sujets reliés à l'immobilier au Québec et au Canada. Dans chaque épisode, je discute d'un sujet différent afin de vous aider à être plus informé. Dans l'épisode d'aujourd'hui, numéro 6, on va parler de l'étape 5 de 8 dans notre processus pour bien réussir de l'achat de votre prochaine propriété. Si vous avez suivi le dernier épisode, j'avais abordé le sujet de la recherche pour votre prochaine propriété. Et donc, vous avez fait la recherche, vous avez trouvé la propriété que vous aimez. Et dans cette étape, on va parler de faire une offre d'achat. Il y a 4 items dont on va toucher dans l'épisode d'aujourd'hui. Premièrement, je vais vous donner un aperçu du processus de faire une offre d'achat. Donc, à quoi vous attendre si jamais vous n'avez jamais fait une offre d'achat. Par la suite, on va parler de la promesse d'achat, du document en tant que tel. Et je vais vous donner quelques éléments à savoir. Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, je ne vais pas rentrer en détail dans les documents parce qu'il y en a plusieurs. Dans un épisode futur, je vais vous donner un démo un peu du document. Fait que je ferai une partage d'écran puis je vais vous montrer le document. Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais juste parler des éléments puis quoi bien comprendre par rapport à la promesse d'achat. Par la suite, on va parler des conditions qu'on va inscrire dans notre offre d'achat. Et on va conclure l'épisode d'aujourd'hui en parlant de comment faire une offre intelligente. OK? Donc, commençons par parler un peu du processus. C'est quand même assez simple. La première étape, c'est que vous allez écrire la promesse d'achat. Et donc, si vous travaillez avec un courtier immobilier, il ou elle va vous aider, il va vous expliquer ou elle va vous expliquer le document. Mais donc, la première étape, c'est de remplir ce document-là. Normalement, c'est des formulaires électroniques. Et ce document-là, normalement, va avoir un délai. Fait quand on fait une offre, l'offre, elle est valide pour une période de temps X. Normalement, c'est de 24 heures à quelques jours, tout dépendamment de la situation. Par la suite, l'offre va être présentée au vendeur. Donc, c'est votre courtier qui va la présenter ou le courtier du vendeur. Et par la suite, le vendeur va avoir ou la vendeuse va avoir 3 façons de répondre à votre offre. La première, elle pourra accepter l'offre, ce qu'on espère. La deuxième, elle peut refuser ou il peut refuser l'offre. Et il y a 2 façons qu'ils peuvent refuser l'offre. Une, c'est en répondant à votre offre et mentionnant que c'est refusé, ou ils peuvent carrément juste pas répondre. On a vu ça beaucoup pendant la pandémie, quand un propriétaire reçoit une quinzaine d'offres, des fois c'est un peu difficile de répondre à chaque offre, mais sachez que le vendeur ou la vendeuse n'est pas obligé de répondre à votre offre. Fait qu'une fois que le délai finit, si vous avez fait une offre qui était bonne pour 48 heures, une fois que le 48 heures est échoué, l'offre n'est plus valide. Fait que sachez ici que c'est possible que vous ne recevez pas de réponse. Et la troisième façon de répondre, c'est en faisant une contre-offre. Fait que c'est possible que le vendeur fait une contre-proposition, ce qu'on appelle. Okay? Et cette contre-proposition, normalement, va aussi avoir des délais. Fait que, grosso modo, ça, c'est le processus que vous allez passer à travers quand vous allez faire une offre. Fait qu'il y a la rédaction de l'offre, il y a la présentation de l'offre et recevoir la réponse ou peut-être pas recevoir de réponse. Maintenant, passons à la promesse d'achat. Parlons un peu du document. Okay? Il y a certains éléments qui est important à savoir. La première, il faut savoir qu'au Québec, c'est un document légal qui vous lie au vendeur une fois qu'il est accepté. Okay? Ce que je veux dire par là, c'est une fois que vous rédigez votre offre et vous l'envoyez au vendeur et le vendeur accepte. Okay? Peu importe s'il accepte la première offre ou il y a une contre-proposition puis vous acceptez, mais une fois qu'il y a une offre qui est acceptée, il y a un lien entre vous et le vendeur et vous êtes obligé d'acheter la propriété sauf s'il y a une raison valable pour ne pas l'acheter. Et normalement, ces raisons valables, c'est si vous avez écrit certaines conditions comme le financement impersonnel. On va toucher un peu les conditions
dans quelques minutes. Mais si vos conditions sont rencontrées et vous décidez pour X, Y raison qui n'est pas nécessairement valable, donc vous ne voulez plus acheter la propriété, mais sachez que le vendeur peut vous poursuivre légalement et forcer la vente. Okay? Et vice-versa, si le vendeur décide pour X, Y raison qu'ils ne veulent plus vendre, mais vous pouvez forcer la vente, sauf s'il y a des raisons valables. Okay? Fait que c'est important à savoir que c'est un document qui est très sérieux et c'est une étape qui est très sérieuse. Fait qu'avant de faire l'offre, il faut vraiment savoir qu'une fois que c'est accepté, il va avoir, vous allez être lié à ce contrat. Dans le fond, c'est un contrat que vous signez. L'autre chose à savoir, si vous travaillez avec un courtier, les courtiers vont devoir utiliser des formulaires officiels de l'OASIC, sur l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. C'est l'organisme gouvernemental qui régit l'industrie du courtage immobilier au Québec. C'est eux qui mettent les règles en place, c'est eux qui mettent le type de formation que les courtiers doivent suivre. C'est eux aussi qui dictent les types de documents que les courtiers doivent utiliser. Donc, il y a plusieurs versions, je devrais dire, de la promesse d'achat. Tout dépendamment de la propriété que vous décidez d'acheter, que ce soit le type de propriété, fait que ce soit un condo, une maison unifamiliale, le document de promesse d'achat va être différent. Mais ça, ce n'est pas à vous de savoir quel document utiliser. Comme j'ai dit, si vous travaillez avec un courtier, le courtier ou la courtière va vous informer à quel document vous allez devoir utiliser. Et ce professionnel ou cette professionnelle va vous aider à rédiger ce document. Normalement, c'est tous des documents électroniques. Fait que c'est rempli électroniquement, c'est envoyé à vous et vous le signez électroniquement. Et par la suite, c'est envoyé au vendeur électroniquement aussi. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que quand l'offre d'achat ou la promesse d'achat est acceptée, vous n'êtes pas encore le propriétaire de la propriété. Ça, c'est seulement... vous devenez propriétaire une fois que vous passez au notaire et vous signez l'acte de vente. Okay? Jusqu'à temps que vous arrivez à cette étape-là, vous n'êtes pas le propriétaire. Vous avez un contrat légal entre vous et l'acheteur, et entre vous et le vendeur. Vous êtes l'acheteur, excusez-moi, mais vous n'êtes pas encore le propriétaire. Fait que ça, c'est important à savoir. Puis parlons un peu des sections ou des éléments que vous allez trouver sur la promesse d'achat. Il y en a plusieurs. Premièrement, il va y avoir les informations des acheteurs. Fait que si vous êtes seul acheteur, vous achetez avec plusieurs personnes, le document va énumérer tous les acheteurs. Il va y avoir une section pour avoir l'information sur la propriété. Fait qu'on va bien indiquer quelle propriété cette offre d'achat elle est pour. Par la suite, il va y avoir le prix d'achat et les conditions de financement. Donc, si vous faites une offre de 500 000, financé à 80%, donc vous allez mettre une mise de fonds de 20%. Tout ça, ça va être inscrit dans la promesse d'achat. Et il va mentionner aussi le taux d'intérêt qui est normalement en vigueur. C'est toutes des estimations normalement. Par la suite, il va y avoir les conditions qu'on va parler un peu plus loin dans l'épisode. Les inclusions. Donc, si normalement, quand il y a une propriété qui est en vente, le vendeur va mentionner ce qui est inclus dans la vente et ce qui n'est pas inclus. Mais ça ne vous empêche pas de négocier d'autres items. Donc, disons que les électroménagers ne sont pas inclus dans la vente, mais quand vous faites votre offre d'achat, vous pouvez demander qu'ils soient inclus dans le prix que vous offrez. Fait que ça, c'est des choix qui s'offrent à vous. Par la suite, vous allez trouver, on va normalement mentionner la date de signature de l'acte de vente. Et normalement, c'est présenté d'une façon en nombre de jours. Fait que c'est 30 jours suivant l'acceptation de la promesse d'achat ou 60 jours, tout dépendamment. Et il y a aussi la prise de possession. Fait que c'est deux dates qui peuvent être les mêmes ou qui peuvent être différentes. Fait que c'est important à savoir. Fait que c'est possible que vous allez signer, vous décidez de signer l'acte de vente dans 30 jours, mais que vous prenez possession dans 60 jours. Fait qu'il y a un 30 jours de différence où que le propriétaire actuel va occuper encore les lieux, même si vous êtes propriétaire. Fait que si c'est le cas,
Ça peut arriver. Normalement, c'est la prise de possession puis la signature de l'acte de vente est la même, mais il peut y avoir des situations où ça va être différent. Puis dans ce cas-là, votre courtier va vous informer des meilleures pratiques, mais normalement, on va inclure un mois de location. Fait que je ne sais pas si vous décidez que sur le marché, ce type de propriété-là est loué à 2000 $ par mois. Ben, vous pouvez mettre dans votre offre que ça va être loué le vendeur va devoir vous payer un loyer de 2000 $, exemple. Fait que c'est quelque chose qui est possible. Et par la suite, il va y avoir la signature. Encore une fois, les gens qui signent l'offre d'achat, c'est tous les acheteurs. Fait qu'au début du document, on nomme tous les acheteurs, mais c'est tous ces acheteurs-là vont devoir signer le document. Et par la suite, c'est envoyé au vendeur. OK? Maintenant, parlons un peu des conditions. Je ne vais pas mentionner toutes les conditions qui sont possibles parce qu'il pourrait y en avoir une grande liste, mais dans cet épisode, on va toucher sur les conditions que vous allez retrouver normalement 80-90% du temps. Et la première, c'est l'inspection. Donc, normalement, il y a toujours une condition d'inspection, quoique pendant la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont décidé d'enlever cette condition. Mais sachez, si jamais vous décidez de la mettre comme condition, il y a toujours un délai, un peu comme le financement qu'on va parler dans quelques minutes. Mais quand vous inscrivez la condition que vous voulez faire inspecter les lieux, vous avez un certain nombre de jours que vous allez écrire dans l'offre d'achat, combien de temps que ça va prendre pour faire inspecter. Puis ce qui est important à comprendre, c'est que disons vous avez inscrit que vous allez faire inspecter les lieux 10 jours suivant l'acceptation de la promesse d'achat. Ben dans ce 10 jours-là, ce que ça doit inclure, c'est vous avez trouvé l'inspecteur, vous l'avez cédulé pour qu'il vienne faire l'inspection et l'inspecteur vous a fourni le rapport et vous avez revisé ce rapport-là pour vous donner votre décision finale. Fait que c'est important à comprendre que le délai que vous rentrez dans votre offre d'achat, ça inclut toutes ces étapes-là de l'inspection. Fait que le final, ça serait que vous recevez le rapport d'inspection, vous l'avez revu, et vous êtes confortable de procéder avec l'offre d'achat ou vous pouvez vous retirer. Mais vous avez peu importe le délai que vous avez inscrit dans l'offre d'achat, mais c'est un délai pour tout. Ce n'est pas juste un délai pour que l'inspecteur vienne et fait l'inspection, puis vous avez un autre délai pour recevoir le rapport d'inspection. La même chose pour le financement. Le délai que vous mettez dans votre offre d'achat, c'est pour obtenir l'approbation finale du financement. Si vous avez suivi les épisodes antérieurs, l'étape 3, c'était de faire la préapprobation. Et si vous avez suivi cette étape-là, vous avez déjà entamé ce processus-là, vous avez déjà communiqué avec votre courtier hypothécaire ou votre spécialiste hypothécaire, vous leur avez fourni tous les documents qu'ils ont besoin. Et la seule chose que vous allez devoir faire, si vous avez fait cette étape-là, c'est de leur fournir la fiche MLS ou la fiche descriptive de la propriété. Et eux, ils vont finaliser le processus et vous envoyer l'approbation finale si rien n'a changé depuis l'approbation et le temps que vous demandez le prêt officiel. OK? C'est pour ça qu'on faisait l'étape de la préapprobation avant de faire une offre d'achat. Fait qu'on a parlé de l'inspection, le financement. L'autre condition qu'on peut voir, c'est de passer en revue certains documents importants. Exemple, si vous achetez un condo, vous voulez mettre une condition pour voir les états financiers de la propriété, pour vous assurer, pour avoir une idée de la santé financière de l'immeuble et avoir une idée s'il va y avoir des cotisations spéciales potentiellement. Vous voulez voir la déclaration de copropriété, les détails des réunions des propriétaires et ainsi de suite. Si c'est un duplex ou un triplex, s'il y a des baux, c'est quelque chose que vous voulez passer en revue aussi. Fait que ça, c'est des conditions qu'on rajoute dans l'offre d'achat. Si vous aviez passé en revue la déclaration du vendeur et il y avait certains problèmes que vous voulez que le vendeur rectifie, c'est quelque chose que vous pouvez mettre comme condition.
Si, encore une fois, on a parlé du duplex, triplex ou quadruplex, s'il y a certains logements que vous n'avez pas pu visiter lors de votre première visite parce que le vendeur demandait une offre acceptée pour pouvoir visiter, mais dans l'offre d'achat, évidemment, vous allez mettre cette condition d'aller visiter les autres unités pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème. Et la dernière condition qu'on peut potentiellement voir, c'est certains tests. Exemple, un test d'eau. Quand j'ai acheté un chalet dans le Nord, la banque me demandait de faire un test d'eau. Fait que c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans la condition. Si vous achetez dans une zone où il y a de la pyrite, potentiellement, où vous voyez des symptômes potentiels de pyrite, vous pouvez faire une condition de faire des tests pour voir le degré. Donc, on a parlé de l'inspection, financement, revoir certains documents, faire régler des problèmes par le vendeur, visiter certaines unités et faire des tests. Fait que ça, c'est grosso modo, c'est peut-être 60 à 80% des conditions qu'on va normalement voir dans les offres d'achat. Par la suite, parlons un peu de comment faire ce qu'on appelle des offres intelligentes. Okay? Il y a plusieurs facteurs que vous voulez prendre en considération pour faire une belle offre, une bonne offre ou une offre intelligente. La première chose, puis la plus importante, c'est vous devez obtenir des comparables. Alors, si vous travaillez avec un courtier, ils vont pouvoir vous obtenir des comparables assez facilement. Puis assurez-vous que c'est des comparables quand même assez récents parce que le marché peut changer quand même rapidement. On l'a vu en moins d'1 an avec les augmentations drastiques des taux d'intérêt au Canada. On a vu beaucoup d'acheteurs potentiels qui ne se qualifiaient plus au même montant qu'ils se qualifiaient avant. Et donc, ça a eu comme impact de ralentir le marché immobilier. Il y a eu moins d'acheteurs. Donc, assurez-vous de prendre des comparables quand même assez récents, normalement dans une période de 90 jours. Si vous ne travaillez pas avec un courtier, il est possible d'obtenir des comparables, mais ça va être beaucoup plus difficile. Comme j'ai dit, attendez-vous pas que le courtier du vendeur vous représente, parce que légalement, il n'a pas le droit de vous représenter, il représente le vendeur. Peut-être dans un épisode futur, je vais vous donner un peu de détails comment obtenir des comparables si jamais vous ne travaillez pas avec un courtier. L'autre facteur que vous pouvez prendre en considération, puis j'ai un peu touché là-dessus, c'est le type de marché dont vous opérez présentement. Si quand vous allez venir pour faire l'offre, est-ce que vous êtes dans un marché de vendeurs ou vous êtes dans un marché d'acheteurs? Comme j'ai dit dans un épisode précédent, un marché de vendeurs, c'est un marché où que les vendeurs ont un avantage. Donc, ce qui veut dire normalement, c'est qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Et c'est ce qu'on a un peu vu dans les dernières années, surtout pendant la pandémie. Pour chaque vendeur, il y avait peut-être une trentaine d'acheteurs. Okay? Fait que c'est sûr que si vous êtes dans un marché de vendeurs, votre habilité de négocier est réduite, disons. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, c'est juste que c'est réduit parce que le vendeur va recevoir votre offre, mais il va peut-être recevoir 3-4 autres offres. Fait qu'il y a un peu l'embarras, ou elle a l'embarras du choix. Si c'est un marché d'acheteurs, donc il y a moins d'acheteurs que de vendeurs, ben là, normalement, les acheteurs ont plus de choix. Puis c'est un peu ce qu'on a vu il y a 4-5 ans au Québec dans le marché des condos. Il y avait tellement de nouvelles constructions que pour le condo, ben, c'est un marché d'acheteurs. Puis ça, c'est important à savoir. Quand on parle de marché d'acheteurs ou de vendeurs, c'est vraiment spécifique à votre quartier. Fait que ça se peut que, admettons, à Laval, c'est dans un marché équilibré, mais sur l'île de Montréal, c'est un marché d'acheteurs ou de vendeurs, peu importe. Right? Fait que c'est vraiment dépendant de votre secteur et aussi dépendamment du type de propriété que vous cherchez à acheter. Fait que ça se peut que, admettons, à Laval, pour les condos, c'est un marché de vendeurs, mais pour les maisons unifamiliales, c'est un marché de vendeurs. Fait que c'est des choses que votre courtier ou votre courtière va pouvoir vous informer. Mais c'est important de prendre en considération le marché
dont vous êtes présentement dedans quand vous allez faire votre offre d'achat. L'autre chose à prendre en considération, est-ce qu'il y a eu des offres? Combien de temps ça fait la propriété sur le marché? Quand une propriété est nouvellement sur le marché, l'appétit des vendeurs de négocier est beaucoup plus basse. Et plus on avance dans le temps, plus ils deviennent normalement ouverts à négocier. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais en général, c'est le cas. Donc, si la propriété, ça fait 6 mois sur le marché, ben, il y a peut-être plus de lousse pour négocier. Si elle vient de sortir sur le marché, ça va être un peu plus difficile. S'il y a eu des offres dans le passé qui ont été refusées, ou s'il y a des offres présentement sur la propriété, ben, c'est des choses à prendre en considération quand vous allez rédiger votre offre d'achat. Aussi, le nombre de conditions que vous allez inscrire. Fait que, exemple, si vous êtes dans un marché de vendeurs, donc les vendeurs ont l'avantage, et il y a présentement 3 offres, et vous êtes la 4e, mais mettre une trentaine de conditions n'est peut-être pas l'approche idéale. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas en mettre, mais c'est des choses à prendre en considération. Okay? Puis encore une fois, si vous travaillez avec un professionnel, cette personne va pouvoir vous informer et vous guider à travers le processus. Donc, ça conclut l'épisode d'aujourd'hui qui était de faire la promesse d'achat. Dans le prochain épisode, on va parler de l'étape 6 de 8 qui va être de justement les conditions que vous avez inscrites dans votre offre d'achat. Vous allez avoir un délai. Fait qu'on va parler de dans le fond, fermer les conditions de l'offre d'achat pour pouvoir finaliser complètement votre offre d'achat. Merci d'avoir écouté et je vous vois dans le prochain épisode.